Le jour où il va y avoir une vraie crise, je ne sais pas comment on va la gérer, mais je peux te dire qu'après la crise, les cartes auront été redistribuées, mais ça va faire mal. Et je disais, le banquier central, c'est l'anesthésiste. Alors le problème qu'il y a, c'est que quand tu es sous morphine, tu crois que tu n'as pas besoin de chirurgien. Tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit à la blockchain pour savoir parfaitement te servir de Bitcoin. Le monde de 2036, vous ne le reconnaîtrez pas. Et c'est pas les rues qui vont changer, c'est l'économie qui va changer. Ils ont beaucoup investi sur la Chine, en se disant ça va être le plus gros marché du monde, sauf que de ce marché-là, ils en tirent un copec. Les amis, bienvenue sur Les Financiers, le nouveau média du groupe Le Crayon qui vise à décrypter la finance, l'économie et les grandes transformations du monde. Ici, notre objectif est simple, vous donner les clés pour comprendre vraiment ce qui se passe dans le monde en suivant une chose qui obsède toute la planète, l'argent. Chaque semaine sur cette chaîne, vous retrouverez 2 rendez-vous. Une émission d'actualité avec plusieurs chroniqueurs que nous avons savamment choisis pour vous permettre de décrypter les événements importants de la semaine d'un point de vue économique et financier. Et une deuxième émission, beaucoup plus longue, qui prend le temps d'analyser un grand phénomène économique ou financier pour réussir à comprendre mieux ce qui se passe dans le temps long. Si les thématiques que j'ai abordées, elles vous intéressent, l'économie, la finance, les grandes transformations du monde, abonnez-vous les amis. Et puis si même vous avez des amis avec qui vous discutez régulièrement de ces sujets-là, envoyez-leur la chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine sur Les Financiers et je te laisse dans l'émission. Ciao. Yves Chouefati est un entrepreneur et investisseur français, fondateur de la société de gestion Tobam. Il a débuté sa carrière dans la finance au Crédit Lyonnais en tant que stagiaire pour finir 12 ans plus tard patron du Crédit Lyonnais Asset Management. Il vit ensuite la crise de 2008 de l'intérieur en étant chez Lehman Brothers, la grande banque américaine qui fera faillite pendant la crise des subprimes. Il est reconnu pour ses travaux sur la diversification et pour avoir lancé l'un des premiers fonds Bitcoin en Europe. Depuis plus de 20 ans, il explore les grandes transformations des marchés financiers et il est aujourd'hui avec nous dans Les Financiers. Bonjour Yves Chouefati, je suis vraiment ravi de te recevoir pour Les Financiers. T'es quelqu'un d'extrêmement écouté parce que t'as tout un aspect de mathématicien, t'as tout un aspect de financier, t'as aussi un aspect d'analyste. J'ai l'impression que le monde, en 2-3 ans, sur l'économie et la finance, il a été assez bouleversé par pas mal de révolutions. On parle d'IA, on parle d'instabilité géopolitique, de crise des dettes des États. J'ai envie de faire un peu le point avec toi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que c'est si différent d'il y a 3 ans ? Est-ce que les cycles vont changer ? Comment tu perçois ça, toi ? Moi, je perçois ça comme de la continuité quand même. Je crois que l'histoire s'accélère, c'est clair. Mais enfin, tout ce qu'on observe aujourd'hui, on en avait un peu les signes précurseurs avant. C'est pas une surprise, c'est pas le Covid, c'est pas une météorite qui nous est tombée sur la tête. C'est vraiment des choses dont les signes avant-coureurs étaient présents. Tu parles de géopolitique, la polarisation du monde, elle était quand même présente. La régression de la démocratie sont des choses qu'on observe depuis plus de 20 ans. Alors effectivement, ces choses qu'on observe, leurs effets tardent à venir. Enfin, c'était clair qu'on y arrivait. Ce qu'on observe aujourd'hui, ce week-end en Iran, c'était quand même quelque chose de très annoncé. La crise des dettes souveraines, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise des dettes souveraines. Il y a une perspective de crise. Voilà, c'est une perspective de crise. Il y a une énorme augmentation de la taille, de la masse des dettes souveraines, mais on n'est pas en situation de crise. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est qu'aujourd'hui, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On voit déjà des tas de catastrophes, mais on n'a pas du tout touché, si tu veux, le vrai moment de la crise. Aujourd'hui, les États arrivent encore à se financer à des taux d'intérêt qui sont à peu près tenables, mais on a une masse de la dette qui, elle, augmente et qui fait effectivement qu'il y a des nuages très, très, très sombres qui sont en train de... Voilà, c'est ça la bonne image. C'est qu'on est sous les nuages, des nuages très, très noirs, mais qui ne pleut pas encore. Voilà. Ok, super intéressant. J'aimerais déjà qu'on ouvre cette question de où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la question un peu géopolitique et instabilité. Tu es très connu pour avoir une thèse d'investissement assez aboutie sur le fait de ne pas investir dans les pays ou dans les entreprises qui investissent dans les pays qui sont des dictatures ou des régimes autocratiques. Est-ce que tu as l'impression que la période actuelle te donne raison ? Parce qu'on a l'impression que c'est plus évident aujourd'hui que ça l'était il y a 5-10 ans, cette idée-là. Ok, aujourd'hui, effectivement, on commence à voir les effets de ce qu'on annonce, nous, depuis assez longtemps. Tobam s'est engagé dans cette direction, effectivement, des droits de l'homme et
de l'inefficacité de l'autocratie depuis 2009, en fait. Depuis 2009, en 2009, on était une toute jeune entreprise indépendante. Et on était 8 dans la boîte et j'ai réuni les 8 collaborateurs et je leur ai dit, les gars, il va falloir qu'on choisisse une cause de philanthropie. Ok. Voilà. Ah, donc ça part d'une volonté Au presque... début, c'était comme ça, ouais. Okay. La source de cette réflexion, c'est comme ça que ça commence. En 2009, on choisit une cause de philanthropie. Je leur dis, il va falloir qu'on fasse ça. Je leur ai dit, vous avez 15 jours pour préparer le sujet. On se revoit dans 15 jours. Chacun fait ses propositions. Donc, il y en a qui sont venus avec l'éducation. Il y en a avec les restaurants du cœur. Et moi et un de mes camarades, on a proposé la lutte contre les autocraties. Et donc, on a décidé à l'époque de donner jusqu'à 10% de nos résultats systématiquement tous les ans à des organisations non gouvernementales qui défendent la liberté. Et ça, c'est vraiment la source lointaine. C'est plus récemment, c'était il y a à peu près 6 ans, qu'on a décidé d'en faire un business, en se disant, en fait, si on croit à la démocratie, c'est parce qu'on croit à son efficacité. Moi, j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas moufti. Donc, mon domaine professionnel, ce n'est pas le bien et le mal. Moi, je suis gérant d'actifs. Un gérant d'actifs, son métier, en quelque sorte, c'est d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher dans l'avenir. C'est une forme d'oracle basé sur de la raison et de la statistique, quoi. Voilà. Disons, si tu veux je vais te laisser. Non, mais bien je suis pas un oracle. J'ai dit que j'étais pas un religieux. Tu me dis que je suis un oracle, mais bon, c'est pas grave. C'est des métiers de prédiction et de gestion de risque. Voilà, quoi. C'est d'essayer d'effectivement. Et donc, quand il y a un truc qui est à peu près, qui est extrêmement bien documenté dans la recherche académique, c'est que l'autocratie, ça marche pas économiquement parlant. Il y a énormément de recherches qui ont été produites sur ce thème. Le prix Nobel d'économie en 2024 a été gagné par un trio dont le porte-parole, en quelque sorte, est Darren Acemoglu. Et Darren Acemoglu, qui est un professeur au MIT, a vraiment documenté, de manière scientifique, de manière statistique, comme tu le disais, qu'effectivement, l'autocratie, ça ne marche pas économiquement parlant. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on n'a jamais organisé la portabilité de toute cette recherche depuis le domaine économique vers le domaine de la gestion de portefeuille. Okay. Ouais. On se dit, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on en fait du fait que ça ne marche pas ? Et en fait, on a commencé un peu à en tirer des conséquences il y a à peu près 1 an, quand les grands producteurs d'indices ont commencé à dire, en fait, on va produire des indices ex-China, du monde ex-China, de l'émergent ex-China, etc. C'est extrêmement récent. Mais en fait, ce que font ces producteurs d'indices, c'est qu'ils se contentent de sortir les titres d'entreprises chinoises de l'indice en disant aux investisseurs, si vous voulez investir en Chine, faites-le à vos risques et périls, mais ayez quand même un indice qui ne soit pas chinois, qui n'ait pas trop d'empreintes. Qui exclut en fait les entreprises chinoises de l'indice. Quoi. Mais en fait, quand tu exclus les entreprises chinoises, tu gardes une très forte exposition à la Chine. Pourquoi ? Imagine que tu gères un portefeuille d'actions mondiales et quand, je ne sais pas trop quand, on va dire en 2020, tu as un client qui vient de te dire quelle est mon exposition à la Russie. Tu peux lui dire, j'ai pas de droit russe. Ouais, mais si tu as de la Société Générale, le jour où la Russie envahit l'Ukraine, la Générale a perdu 4,5 milliards d'euros. Si tu as du McDonald's Canada a vendu 1000 restaurants en Russie pour $1. Si aujourd'hui tu as du Volkswagen, tu as une énorme exposition à la Chine. Donc moi je dis pas c'est bien ou c'est mal. Peut-être que l'autocratie c'est très bien, que la démocratie c'est très mal. J'en sais rien, j'ai pas d'opinion là-dessus. Enfin j'ai une opinion mais je la garde pour moi. Ce qui est par contre beaucoup plus démontrable de manière empirique, c'est qu'investir dans les autocraties, c'est pas quelque chose qui est rentable. Pourquoi ? Parce que, je sais pas si tu connais des entrepreneurs, mais le minimum de confort dont tu as besoin pour être entrepreneur, c'est d'avoir un cadre légal. Et de d'avoir un état de droit. Alors, je sais bien. Alors, la question qu'on a souvent... Parce que c'est très critiqué parfois, même dans les démocraties actuelles. C'est pour ça que... C'est ça que, évidemment, dont j'allais te parler. Effectivement, on nous dit, mais les démocraties, elles sont vraiment démocratiques.
Alors, ce qui est clair, c'est que la démocratie, elle recule depuis à peu près 20-25 ans. Partout, elle recule. Il y a des mesures objectives de la démocratie. Il y a, je te le donnais, en 1789, George Washington a été élu président des États-Unis. C'est quand même une performance. C'est un énorme pays, les États-Unis, et réussir à élire un premier président dès 1789, c'est quand même... Au nom de notre révolution, en plus. Voilà. Puis la révolution, nous, l'a fait pour mettre un dictateur en place, Napoléon, pour faire la terreur, etc. Et puis, la première république, c'est bien plus tard. Et en plus, il en a fallu 5 des républiques. Donc, si tu veux, eux, en 1789, ils ont réalisé ce coup de maître d'élire un premier président. Et ils en ont tiré, légitimement, une certaine fierté. Et il y a une université aux États-Unis, qui s'appelle l'université de Notre Dame, qui en a été tellement fiers qu'ils ont décidé de créer un institut qui mesurerait la démocratie dans le monde. Cet institut il existe toujours, il s'appelle VIDEM. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 chercheurs qui contribuent à la base de données de VIDEM. Donc, tu as une base de données qui est libre d'accès. Aujourd'hui, tu peux aller... C'est de la connaissance open source, en fait, qui laisse... Ah oui, tout à fait, c'est des statistiques. Et alors, comment mesurer la démocratie ? La démocratie, c'est un truc qui est difficile à définir. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Le droit, à partir du moment où tu as le droit de vote, mais le droit de vote n'est pas le même en fonction du système électif, parce qu'en Suisse ou en France, c'est pas du tout le même droit de vote, par exemple. Et on dit souvent Hitler a été porté au pouvoir légalement. Par exemple, c'est un des grands discours d'ailleurs qu'on entend en ce moment. Donc en fait, c'est pas suffisant pour déqualifier la démocratie de dire il y a un droit de vote. En fait, la démocratie, c'est un État, un État politique multifactoriel. Et donc, ils ont eu cette idée dès 1789 d'essayer d'identifier ce qu'ils ont appelé à l'époque les piliers de la démocratie. Donc, la liberté d'expression, le système électoral, la culture politique, l'état de droit, etc., etc. Donc, ils ont défini un certain nombre de piliers. En dessous, chacun des piliers, tu avais des sous-piliers. En dessous, la liberté d'expression, tu as le journalisme. En dessous, les sous-piliers, tu as des sous-sous-sous-piliers. Tu as le nombre d'étudiants en journalisme, quoi. Voilà, le nombre d'étudiants en journalisme dans les universités du pays en question. Et tu vas pouvoir te dire, si brusquement, il n'y a plus du tout de journalistes, c'est peut-être que l'état de la démocratie n'est pas bon. Donc, tu as vraiment une base de données multifactorielle, mais on parle de dizaines de millions de données. Je crois qu'il y a 11 millions de données. Donc, c'est vraiment un foisonnement de données, et ça va te permettre de qualifier effectivement l'état de la démocratie. Tu sais... un peu comme un indice de Gini, quoi. En gros. Voilà, si tu veux. Moi, ce que j'aime bien donner, c'est comment tu reconnais le visage de ta mère. En fait, tu n'es pas capable de le décrire. C'est très difficile de décrire à quelqu'un, voilà ma mère. D'accord ? Pourtant, elle a un nez qui est à une certaine position dans le visage, elle a un certain nombre d'yeux sur son visage, j'imagine, peut-être une bouche, etc., qui a une certaine forme, etc. Et tous ces facteurs-là, ils font que, à l'arrivée, tu as le visage de ta mère. C'est un peu la même chose pour la démocratie. Tu as tout un tas de facteurs, et à l'arrivée, par des méthodes statistiques, de traitement de l'information, de traitement de la donnée, tu vas arriver à dire, ce pays-là, vu toute cette somme de facteurs, c'est plutôt une démocratie ou c'est pas une démocratie. Et si tu appliques en fait ces mesures statistiques aux pays du monde, tu vas observer qu'effectivement, dans à peu près tous les pays du monde, il y a quelques exceptions, mais il y a vraiment très peu d'exceptions, l'état de la démocratie, elle est en récession depuis 20 à 25 ans. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en Allemagne, mais c'est beaucoup, beaucoup plus vrai en Russie, en Chine ou en Turquie. Et en fait, cette récession démocratique, elle a encore plus affecté les pays faiblement démocratiques que les pays fortement démocratiques. Les mauvais élèves, entre guillemets, sont devenus encore pires élèves. Bien pire que les bons élèves sont devenus moins bons élèves, si tu veux. Et aujourd'hui, on en a eu encore une illustration il y a 10 jours. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ? Donald Trump s'est fait censurer au niveau des droits de douane. Je ne crois pas que ça arrive très fréquemment que Poutine ou Xi Jinping se fassent censurer, ou Erdogan se fasse censurer. Et c'était même un sursaut que presque tout le monde se disait, est-ce que justement le coup près va tomber pour Trump là-dessus ? C'est ce qu'on appelle des checks and balances. C'est ça qui différencie un État totalitaire, où la totalité des pouvoirs est enfermée entre un nombre de mains très très limité,
et un État où règne quand même un certain État de droit. Alors l'état de droit, il n'est pas parfait. Hein. Je ne dis pas que l'État démocratique de la France, qui est quand même assez affligeant et assez inquiétant, soit parfait. Mais je dis, il n'y a pas de comparaison. Moi, j'ai des liens familiaux avec des pays qui ont souffert de l'autocratie. Et quand on me dit la France n'est plus une démocratie, c'est une dictature, attendez les gars. Hein, allez, voyez un peu ce qui se passe dans les vraies dictatures avant de pouvoir sortir des âneries pareilles. Mais pour revenir sur la question, on va dire, de performance économique, la Chine est en train de devenir, en tout cas dans la perception publique et même dans certains faits technologiques, Bien sûr. la première ex-aequo, voire la future première puissance mondiale. Et pourtant, en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'on ne peut pas en tirer de performance financière. Comment il y a cette contradiction, entre guillemets, entre la puissance qu'elle est en train de prendre et l'incapacité qu'on aurait, nous, à en bénéficier en tant qu'investisseurs? Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a deux réponses possibles à ta question. D'abord, effectivement, c'est pas parce que le PNB de la Chine est en forte croissance depuis quelques décennies maintenant. Et pourtant, les indices boursiers chinois sous-performent tous les indices que tu peux imaginer dès que tu prends un horizon assez long. Sur les 2 dernières années, ça se passe bien. Pourquoi ? Parce ils font énormément d'injections monétaires. Mais si tu regardes sur le plus long terme, l'indice chinois sous-performe le CAC 40, même qui n'est pas vraiment étincelant le CAC 40, mais sans parler du S&P, etc. Mais en fait, tout ça, c'est parce que le business du Parti communiste chinois, le business model de ce parti, c'est pas d'enrichir les entrepreneurs étrangers. C'est pas exactement comme ça qu'ils conçoivent les choses. Tu as d'une part ça, d'autre part, tu as l'absence d'état de droit. Ça veut dire que dès que tu marches bien, regarde Volkswagen, on parlait de Volkswagen. Ouais. Volkswagen, ils ont énormément d'usines en Chine. Ils ont beaucoup investi sur la Chine en se disant ça va être le plus gros marché du monde. Sauf que de ce marché-là, ils en tirent pas un copec. Voilà. Parce que les Chinois, en fait, sont faits de une forme d'espionnage industriel. Ils ont des règles de la concurrence qui sont où, si tu veux, former nos ingénieurs, puis après, on va venir les débaucher chez vous. Si en plus, vous venez les former en Chine, c'est parfait. L'autre réponse possible, c'est la réponse de l'horizon de temps. On aime bien dire, nous, que l'autocratie, c'est la vie... Enfin, c'est pas nous qui le disons, c'est les recherches qui le prouvent. C'est que si tu regardes un peu, tu mesures la performance des économies autocratiques, dans le meilleur des cas, c'est une courbe en J inversée. C'est-à-dire que tu peux avoir quelques bonnes années. Je donne souvent cette devinette. Imagine que je te prête ma machine à voyager dans le temps et que je te prête $1 million et que je te dis, investis-moi $1 million pendant 10 années au XXe siècle, dans un pays. Donc tu vas prendre ma machine à voyager dans le temps, tu vas choisir un pays, une décennie, au XXe siècle, pour essayer d'y investir ce $1 million. En fait, un des pays où ça marche le mieux, cet exercice, c'est d'investir en Allemagne en 1933. Voilà. Je comprends très bien la logique. Si tu investis en Allemagne entre 1933 et 1943, tu vas te faire du fric, mais comme un dingue. Parce qu'en fait, le pouvoir fasciste en place dit aux entreprises, en gros, allez-y, ils construisent des autoroutes, ils arment, bien sûr. Au moins, en Allemagne, en 1933, il y a une chose qui est incontestable, c'est qu'au moins, ils avaient un chef. Et donc, ils bossent, et donc, on laisse les gens bosser, donc en fait... puis on s'encombre pas des droits de l'homme, etc. Okay. Donc, effectivement, tu vas avoir une performance boursière fantastique entre 1933 et 1943. Mais à la fin, ça termine comment, l'autocratie ? À la fin, tu perds tout, y compris la seule chose que tu n'as pas envie de perdre quand tu as tout perdu. Qu'est-ce que tu n'as pas envie de perdre quand tu as tout perdu ? Ton honneur ? Une fois que tu as perdu ton honneur, qu'est-ce que tu n'as pas envie de perdre ? Je sais pas, ton âme ? Voilà. Même ton âme, tu finis par la perdre. Oui, parce qu'en fait, tu t'es toi-même, t'as poussé des gens atroces et détestables. Voilà. Donc, même ton âme, tu vois, il y a des entreprises françaises qui ont beaucoup investi dans l'Irak de Saddam Hussein. À la fin, ils ont tout perdu. Il y a des entreprises italiennes qui ont beaucoup investi dans la Libye de Kadhafi. À la fin, ils ont tout perdu. Il y a des entreprises qui ont investi en Syrie. À la fin, ils ont tout perdu. Celles qui ont investi en Russie, regarde la Société Générale, ils ont tout perdu. Alors, peut-être que la Chine, ça va être l'exception, et puis que là, effectivement... Mais non, mais justement, pour le coup, moi, sur la Chine, je comprends l'idée de se dire que les Chinois, en fait, entre guillemets, n'ont
ne s'en foutent en fait de leur cours de bourse parce que eux, leur but n'est pas d'enrichir les investisseurs chinois ou américains, c'est que l'État soit en tant qu'État le plus puissant du monde. La fonction d'utilité, ce n'est pas la même mécanique que pour un président élu aux États-Unis, en France ou ailleurs, qui, si ses cours de bourse plongent complètement, il a un vrai sujet d'élection aussi parce que ça gueule, quoi. Quand tu dis les Chinois, moi j'aime pas trop, je préfère qu'on dise le régime chinois. Le régime chinois, bien sûr, le régime chinois. Mais en fait, c'est ça la différence. Tu vois, tu as les pays qui glorifient la nation, tu as les pays qui glorifient le parti, et prendre une image qui est imparfaite, puis de nos jours, ça va faire sourire. Mais la constitution des États-Unis, elle ne commence pas par le pays ou le régime, elle commence par « we the people ». Et en fait, quand la démocratie, elle essaie d'organiser ça. Elle n'y arrive pas toujours, extrêmement imparfaitement. Des fois, c'est en récession, tout ça. Mais il y a d'autres systèmes où ce qui est intéressant, c'est effectivement la doctrine. La doctrine, on voit aujourd'hui en Iran, c'est vraiment la doctrine, c'est le parti. Sous le régime nazi, c'était vraiment le parti. Ou bien une vision un peu spéciale de ce qu'est la nation. Ouais, et quand, effectivement, tu organises l'alternance, quand l'alternance est systématiquement possible, en fait, tu as des checks and balances qui se mettent en place, Tu as un pouvoir de censure. Tu as en fait le droit d'échouer. Et tu as de la concurrence, en fait. Même. Ouais, tu as de la concurrence. Voilà. Du pouvoir, quoi. Tout à fait. Mais c'est un peu le même système, effectivement, que dans le système économique. Quand tu as une seule entreprise qui fabrique des automobiles et qui a 100% de part de marché, que le marché est complètement protégé, en fait, tu finis par fabriquer des automobiles qui sont beaucoup moins performantes que dans les pays où règne effectivement une certaine concurrence. Super intéressant. Pour terminer et clore un peu ce chapitre sur l'état du monde, la multipolarité, la question de la démocratie et de la liberté, autant la Chine, je comprends très bien le fait que même si le pays est en train d'exploser d'un point de vue économique et technologique, les gens ne peuvent pas le capter d'un point de vue de l'investisseur. Que dire dans ce cas des États-Unis, qui est certes bien plus une démocratie que la Chine, c'est incomparable, mais a montré des signes sous Trump et même un peu sous Biden de connivence, parfois un peu de corruption quand on parle de Trump. Et donc on se demande, est-ce que les règles aux États-Unis, elles commencent à être légèrement pipées pour pouvoir en fait remplir ces conditions, on va dire, d'un pays démocratique dans lequel on peut investir sainement? Mais c'est indéniable que l'état de droit ou l'état de la démocratie recule. Je te l'ai dit, aux États-Unis, si tu mesures les choses de manière scientifique, tu vas voir qu'il y a plein d'indicateurs qui sont en régression. Mais aujourd'hui, si tu regardes ces indicateurs, les États-Unis, ça reste un des pays où, même si relativement à la veille, ils sont plus bas, relativement aux voisins, ils sont plus hauts. Ils sont quand même encore très très hauts. Okay. Donc aujourd'hui, il y a encore un pluralisme au niveau de l'information, il y a un pluralisme au niveau de l'offre politique, il y a un pouvoir qui n'est pas absolu, on le disait tout à l'heure, le pouvoir a été censuré, etc. Donc les conditions ne sont pas parfaites, elles ne sont pas idéales, elles sont en régression par rapport au passé, mais elles sont encore très 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 clairement au-dessus de ce qui se passe dans la moyenne du monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% de la population humaine vivent dans des véritables autocraties, donc on en est encore très très loin aux États-Unis. Et au niveau de l'investissabilité du marché américain, on reste quand même dans des standards qui sont très élevés. Je prends un dernier exemple sur ce chapitre américain, mais on a vu récemment cette espèce de conflit, ce bras de fer entre Anthropic et l'État américain. On ne sait pas exactement qui de Anthropic veut jouer le gentil, qui de l'État américain veut jouer le gentil, mais on a senti un clash très profond entre l'État américain, qui, on le sait, est très puissant sur ses entreprises, et ce qui est aujourd'hui, actuellement, l'IA la plus compétente du marché. Et donc, on a l'impression de se dire qu'un investissement dans cette IA-là ou d'autres IA pourrait être totalement balayé, en fait, par l'État américain. Est-ce que ça rentre dans des questions de régulation, donc, en fait, de la gestion de risque, ou est-ce que là, on rentre dans l'arbitraire, par exemple ? C'est vraiment la gestion du risque. C'est-à-dire que, on ne sait pas effectivement l'état des choses. Il faut beaucoup se méfier de la politique de communication. Il y a une grande distance entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ok, donc ça pourrait être aussi de la négo, quoi. Et en particulier aux États-Unis, où c'est la distance entre ce qui se dit
Et les déclarations, si tu veux, en fait, ce qui compte dans un homme d'État, c'est pas forcément ce qu'il déclare, mais c'est ce qu'il finit par faire. Hein, et ce qu'il finit par... Surtout avec Trump. Voilà. Donc, si tu veux, c'est quand même un grand artiste de la communication, Trump. Hein, et faut pas forcément toujours prendre les choses au premier degré. Faut laisser les choses se faire. Aujourd'hui, si tu veux investir dans l'IA, de toute façon, t'as pas... T'as pas énormément de choix. Effectivement. Si jamais tu es encore là, c'est sûrement que cette vidéo te plaît. On vient de lancer les financiers, alors la meilleure manière de pouvoir nous aider, c'est de t'abonner. Je te remets dans la vidéo. Pour faire évoluer sur cette question qu'on avait légèrement abordée autour des sujet des dettes souveraines, il pleut pas encore, mais il y a des nuages très très sombres à l'horizon. Avant de parler du Bitcoin, parce que je sais que c'est un de tes sujets liés à ça, mais est-ce qu'on peut en sortir déjà? Parce que j'ai l'impression qu'on est totalement enfermé dans ce cycle du fait de creuser la dette. En France, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument aucune solution pour en sortir à court terme. Et j'ai l'impression que c'est pareil aux États-Unis. Et j'ai l'impression que c'est pareil en fait dans pas mal de pays. On a vu quelques signaux positifs côté italien. Est-ce qu'on peut sortir de cette crise de dette souveraine autre que par, on va dire, le Bitcoin standard ou d'autres alternatives? Est-ce que le système peut se régénérer sur les dettes souveraines? Alors, tu parles de plusieurs pays. À chaque fois, évidemment, le problème et la solution est différente. Tu sais, j'allais te répondre par une pirouette. Vas-y. Il y a une phrase que je sors assez souvent qui est pour moi un véritable guide. La phrase, c'est The truth will set you free. La vérité te rendra libre. Il faut commencer par dire la vérité. Hein, si tu veux construire un système ou un immeuble sur des fondations dans l'argile, dans le mensonge, ça ne va pas être bien solide. Hein, donc le grand problème qu'on a en France, tu parlais de la France, c'est qu'on ne nomme même pas le problème. Oui, bien sûr. On n'est pas au niveau de le résoudre, ce problème, on ne sait même pas le nommer. Hein, on a tout un tas de systèmes qui, quels que soient les moyens de mesure que tu utilises, sont déjà virtuellement en faillite. Hein, et on ne nomme même pas les problèmes. Alors on n'est pas prêt de résoudre le problème. Maintenant, dès que tu élargis le champ, tu vas voir qu'il y a des pays, effectivement, qui te le prouvent tous les jours qu'il y a des solutions. Hein, tu parlais d'Italie. Il y a un autre pays où le problème était bien plus grave qu'en Italie. La solution bien plus radicale qu'en Italie. Et les résultats extraordinairement bons, c'est l'Argentine. Ah oui, okay. L'Argentine. Ouais. La Pologne aussi, c'est vrai, mais Pologne, la Pologne, il y a beaucoup de l'Europe. Bien sûr. Voilà, il y a beaucoup l'Europe. Mais l'Argentine, tu vois qu'en fait... C'est un vrai succès, parce que beaucoup de gens se demandent, comme on n'a pas toujours les infos très facilement de là-bas, on va dire, en tout cas en termes de vérification. La vérité te rendra libre. Hein, donc je pense que quand même, dire que les choses ne sont pas améliorées en Argentine, il faut être vraiment... intoxiqué pour ne pas voir cette vérité-là. Quoi. On va dire que le monde des médias français sont assez discrets sur les éloges mérités par l'actualité argentine. Voilà. Justement pour avoir... Donc, si tu regardes les chiffres, à un moment donné, quand tu n'as aucun chiffre qui se dégrade et tous les chiffres qui s'améliorent, tu te dis peut-être qu'ils sont dans une meilleure phase que l'économie française, par exemple, ou bien de ce qu'ils étaient il y a 3 ans. Mais nous, c'est ce qu'on veut d'ailleurs... Donc, il y a des solutions. Pour répondre à ta question, il y a des solutions. Et de toute façon, je crois que c'est... Comment il s'appelait ce radical socialiste français qui avait l'absence de solution, de toute façon, amènera à la solution. De toute façon, si on ne résout pas ça, un jour ou l'autre, il y aura... C'est pas... On est lundi matin, donc je plaide les circonstances atténuantes. Effectivement, si on met pas en place des solutions, c'est pas grave, la solution viendra à nous. Ça va faire mal. Hein, plus tard, on s'en occupe, plus ça va piquer. On disait, il pleut pas. On pleut pas, là. Hein, on arrive à se financer, il n'y a pas de crise sur les marchés financiers, et rien ne marche. Le jour où il va pleuvoir, le jour où il va y avoir une vraie crise, je ne sais pas comment on va la gérer. Mais je peux te dire qu'après la crise, les cartes auront été redistribuées, sans doute dans la douleur, hein, parce que plutôt que de se saisir du problème et d'essayer de le résoudre en affrontant la réalité, en disant la réalité des choses, on aura laissé le château de cartes s'effondrer. Et là, une fois qu'il sera par terre, on pourra refaire un château un peu plus solide, mais ça va faire mal. Et si on a un investisseur, et là on va peut-être commencer à parler aussi de Bitcoin, mais
Et si on est un investisseur, comment on se protège de cette mauvaise gestion actuelle? Parce que effectivement, tu as raison, c'est pas les mêmes sujets si c'est les États-Unis, la France ou autre, parce que la France, tout pointe vers la retraite. Les États-Unis, c'est l'hégémonie du dollar qui leur coûte cher aussi. Donc, il y a des distinguos en fonction des pays, mais de manière globale, cette question de crise de dette souveraine, c'est le Bitcoin la solution? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Comment toi, tu perçois ça aujourd'hui? Alors, avant de parler de la solution, on peut parler du problème. Moi, j'ai écrit un article dans un grand quotidien économique français il y a une douzaine d'années. Et l'introduction que j'avais faite, c'est mon père chirurgien, ma mère est anesthésiste. C'est la vérité. Hein. Mon père est effectivement chirurgien, ma mère est anesthésiste. Et je disais, le banquier central, c'est l'anesthésiste. Alors, le problème qu'il y a, c'est que quand tu es sous morphine, tu crois que tu n'as pas besoin de chirurgien. C'est ça le problème. Okay. Hein, parce que tu es dans la morphine, tu es dans le paradis artificiel, tu crois que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, bah, tu ne mets pas en place les réformes. Et la gueule de bois va être sévère, quoi. Et effectivement, malheureusement, quand tu es sous morphine, bah, ça ne fabrique pas une économie athlétique, ça fabrique un junkie. Et la seule chose qu'on cherche, quand on est sous morphine, c'est la prochaine dose de morphine. Et voilà. Et c'est un peu ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on demande aux banquiers centraux de baisser leur taux, de baisser leur taux, de baisser leur taux. Parce que de toute façon, on ne carbure qu'à l'argent magique. Et qu'on a tellement distribué que de toute façon, on ne sait plus faire autre chose que de distribuer du fric. Et quand on distribue beaucoup plus de fric qu'on en fabrique, quand on distribue du fric plutôt que de distribuer de la richesse, c'est là qu'il y a des vrais problèmes. Parce que, tu sais, l'économie, c'est un lieu où on échange de la confiance. Donc, moi, j'ai des salariés, ils viennent tous les matins au boulot parce qu'ils ont confiance en moi et parce que j'ai confiance en eux. Ce midi, je vais aller au restaurant, c'est parce que j'ai confiance dans le restaurateur et que le restaurateur a confiance en moi. Donc, en fait, l'économie, c'est une énorme cathédrale de la confiance. Et en fait, cette cathédrale, elle a une clé de voûte. Tout en haut de la cathédrale, il y a une clé de voûte qui tient l'ensemble de l'édifice. Cette clé de voûte, c'est la monnaie. Cette monnaie qui est censée être l'actif dont tu ne doutes pas. Tout théorème en finance, tout théorème en économie, il commence par un énoncé. Admettons l'existence d'un actif indubitable, d'un actif dont on ne doute pas. Cet actif indubitable, aujourd'hui, c'est la monnaie. Malheureusement, on en doute, donc la clé de voûte est fragile. Et moi, j'ai vécu dans un pays qui a connu l'hyperinflation. Le Liban. Voilà, le Liban. Et dans un pays où il y a l'hyperinflation, en fait, il y a une première mesure très forte. C'est les gens ne sont plus que payés par mois, ils sont payés toutes les semaines. Puis après, ils sont payés tous les jours. Et le jour où tu es payé tous les jours, le premier job du salarié, quand il touche son salaire, c'est quoi? De convertir ailleurs. C'est de le dépenser. Waouh, ok, oui. Okay. Alors, essaye de fabriquer une entreprise dans ces cas-là, de développer une entreprise, de développer une famille. Tu peux penser long terme, voilà. Tu dois te débarrasser. L'argent te brûle les doigts. Tu dois t'en débarrasser le plus tôt possible. Alors, autant dire que celui qui te vend un bien, il n'a pas envie de toucher ton argent. Et lui aussi, dès qu'il touche ton argent, il veut le dépenser le plus tôt possible. Ça crée un système qui tourne comme un fou furieux. Quoi, voilà, ou qui ne tourne plus du tout, en fait. Voilà. Qui est complètement cassé. Et cet actif qu'on prend, nous, pour acquis, quand brusquement... Et tu sais, la confiance, ça tombe du jour au lendemain. Et c'est très dur. Elle s'érode doucement, de manière inconsciente. On l'érode. Aujourd'hui, elle est érodée, la confiance. Admettons que tu touches une énorme quantité d'euros, 10 000 euros. OK. Il ne te viendrait plus en tête maintenant de le mettre dans un coffre-fort pour le mettre à l'abri. Non, ouais, c'est sûr. Voilà. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu sais très bien que la valeur qui est encapsulée dans ces euros, elle va diminuer. Pourquoi? Parce que c'est le Covid qui a traumatisé tout le monde. En tout cas, à ma génération, c'est le Covid qui a traumatisé les gens là-dessus. En se disant, en fait, post-Covid et post-guerre en Ukraine, on s'est pris... Disons que le Covid a rendu les choses perceptibles. Ouais. Ça date de bien avant le Covid. Mais j'en suis sûr. En tout cas, c'est devenu une évidence pour n'importe qui d'un peu curieux depuis le Covid et la guerre en Ukraine. Voilà. Donc ça, c'est effectivement le symptôme est devenu hyper visible pour tout le monde. Mais c'est un symptôme qui
qui est là de manière chronique, en fait, qui est là de manière chronique. On ne le percevait pas, mais il était complètement chronique. Je veux dire, tu sais, les pères fondateurs de l'euro, moi je connais un des gars, une des 12 personnes qui a vraiment travaillé, un technocrate, de très bonne aloi, extrêmement puissant, intellectuellement, et qui a travaillé sur l'euro. Et ils avaient compris les choses. Ils avaient dit, la seule mission de la BCE, c'est de préserver le pouvoir d'achat de l'euro. Il n'y a pas d'autre mission. Okay. Parce qu'on a, tu sais, en France, ça veut dire qu'on devient un continent de consommateurs, en fait, dans leur esprit. Pardon ? On devient un continent de consommateurs, en fait, dans leur esprit. Maintenant, si tu préserves le pouvoir d'achat, c'est pas que... Le rôle de la monnaie, c'est de stocker de la valeur dedans. C'est la seule chose qu'on demande à la monnaie. Ah, donc c'est en fait, quand tu préserves le pouvoir d'achat, en fait, c'est du coup de ne pas avoir d'inflation. De ne pas avoir d'inflation. Ok, d'accord. Voilà. Je l'avais pas compris. Le pouvoir de d'achat de l'euro, d'un euro. 1 euro en 2000 vaut le plus proche possible d'un euro en 2026. Ben voilà, c'est ça. Excuse-moi, Non, mais c'est pour clarifier. Voilà. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, si tu vas aujourd'hui sur le site internet de la Banque Centrale Européenne, tu verras qu'elle a une seule mission, c'est la protection de la valeur de l'euro. D'accord ? Il n'y a pas d'autre mission. Et ça, c'est un truc que les Français avaient compris en 83. En 81, on avait fait plein de conneries. On s'est mis à distribuer, à travailler moins. En 83, il y a eu le tournant de la rigueur. Et on s'est dit, si on veut une économie française forte, il faut une politique du franc fort. On l'appelait comme ça. On l'appelait le franc fort. Et on avait compris qu'en fait, on ne joue pas avec la monnaie. Et que c'est la solidité de cette pierre de voûte, de cette clé de voûte, qui fabrique la solidité de l'économie. Les Allemands l'ont très bien compris aussi. Oui, après ce qui s'est passé avec l'écroulement du Reichsmark dans les années 30, etc. Qui a d'ailleurs mené à une dictature, ce qui montre bien le lien de la fragilité d'une société. Quand tu as de l'hyperinflation, effectivement, tu perds le contrôle de la société devient folle, et n'importe quoi peut arriver. Même mettre au pouvoir des gens qui n'apporteront pas la queue de cerise d'une début de solution. Et c'était d'ailleurs en ça que Milei inquiétait certaines personnes en disant c'est quelqu'un qu'on élit dans des conditions de grande crise. Ok, et Bitcoin dans tout ça, est-ce que Bitcoin c'est une vraie solution systémique ? Est-ce que c'est un actif de hedge, de réserve ? Comment on perçoit Bitcoin là-dedans ? Parce que, en tout cas, tel que moi j'ai toujours reçu l'explication de Bitcoin et tel que je l'ai toujours compris, ça a été en gros, on va dire, l'antidote parfaite à la crise des monnaies, parce que, en gros, la monnaie, on va imprimer plus d'argent qu'on a de biens et de services, donc on va forcément créer de l'inflation. Et la meilleure manière de faire l'inverse de ça, c'est d'avoir une monnaie limitée. Donc le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, déjà, on va le définir peut-être. C'est un très bon début. Le Bitcoin, c'est tout simplement l'actif financier le plus simple du monde à comprendre. Ok. Alors pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas, donc c'est pour ça que c'est très bien. Vas-y. Pourquoi je dis les choses comme ça ? Parce que, imagine, je te demande de définir ce que c'est une automobile. Tu ne vas pas m'expliquer les lois de la thermodynamique. Non, ça roule. Pourtant, sans loi de la thermodynamique, il n'y a pas d'automobile. Une automobile, c'est quoi ? C'est une boîte avec 4 roues, un volant, un accélérateur, un frein, un réservoir, un moteur qui te permettent de te déplacer. Et si je te dis cette phrase-là, tu as compris que je parle d'une automobile, et c'est une phrase que tu n'aurais pas pu prononcer avant l'invention de l'automobile. C'est vrai. La première personne qui a prononcé cette phrase-là, il a inventé, qu'il le sache ou pas, l'automobile. Tu as décrit ça, tu as décrit l'invention automobile. C'est un peu la même chose pour le Bitcoin. Pour décrire le Bitcoin pour que je te donne 100% de ce que tu as besoin de savoir pour servir d'une automobile, il faut que je te dise la phrase que j'ai dite. Pour que tu comprennes 100% de ce que tu as besoin de savoir sur le Bitcoin pour te servir du Bitcoin, il n'y a pas besoin de parler de la blockchain. Ok. De la même manière qu'il n'y a pas de voiture sans thermodynamique et que tu n'as pas besoin de comprendre la thermodynamique pour te servir d'une voiture, il n'y a pas de Bitcoin sans la blockchain, mais tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit à la blockchain pour savoir parfaitement te servir du Bitcoin. Le Bitcoin, ça se décrit en un nombre très limité de mots. Le premier mot, c'est que le Bitcoin, il est digital. Ça tombe bien, tu vas comprendre, parce que l'euro aussi, il est digital. La quasi-totalité des euros, c'est des chiffres sur un compte en banque, c'est des 0 et des 1 dans une application bancaire, et il n'y a jamais eu de billet derrière ces plans bancaires.
Donc ça s'oppose à l'or, par exemple, qui est physique. Voilà. Ok. Le Bitcoin est digital. Eh ben, ça tombe bien, pour que tu le comprennes, l'euro, le dollar, le yen, le franc suisse sont digitaux aussi. Ok. La deuxième chose qu'il faut savoir pour le Bitcoin, c'est qu'il peut s'échanger de pair à pair. De la même manière que je peux te donner un billet de 20 €, je peux t'envoyer des fractions de Bitcoin sans passer par un intermédiaire. Ok. La troisième caractéristique commune entre le dollar et le Bitcoin, c'est qu'il est infalsifiable. C'est difficile de fabriquer des faux euros, des faux dollars, mais c'est encore plus compliqué de fabriquer, c'est même impossible par construction, de fabriquer des faux Bitcoins. Donc les trois premières caractéristiques qu'il faut pour comprendre le Bitcoin, elles sont communes à l'euro et au Bitcoin, donc tu les comprends. Les deux suivantes, c'est ça qui fabrique la spécificité du Bitcoin par rapport au dollar et à l'euro. La première de ces spécificités, c'est que le Bitcoin bénéficie d'une gouvernance décentralisée. C'est quoi le truc? C'est quoi la différence avec l'euro? L'euro, la gouvernance de l'euro, c'est un conseil d'administration d'une banque centrale. Donc un beau jour, ils se réunissent et ils prennent des décisions. Je t'ai dit que la première mission de l'euro, la seule mission de l'euro que les pères fondateurs qui étaient très éclairés ont donné à l'euro, c'est qu'ils lui ont dit la protection de la valeur de l'euro. Okay? Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils savaient très bien, si tu donnais une seule autre mission, cette deuxième mission se ferait aux dépens de la première. D'ailleurs, il y a eu une grosse bataille entre les Français et les Allemands. Les Allemands voulaient une seule mission. Les Français ont dit, nous, on veut deux missions. On veut la protection de la valeur et la stabilité financière. Et les Allemands ont dit, non, on veut une seule. Parce que si vous voulez la stabilité financière, le jour où il y a une crise bancaire, vous allez devoir sauver les banques et ça se fera aux dépens de la première mission. Ce qui s'est d'ailleurs passé. Voilà. Donc les Allemands, ils ont gagné la bataille des jurés, mais de facto, c'est les Français qui ont gagné. Et effectivement, un jour, le conseil d'administration de la Banque Centrale Européenne, il s'est réuni, il s'est dit, il y a une crise bancaire, on va sauver les banques. Après, ils ont dit, il y a une crise de l'euro, des souverains. Donc, on va financer les États impécunieux. La dernière mission, elle est quand même géniale. Ils ont décidé de sauver la planète. On va quand même pas les critiquer parce qu'ils veulent sauver la planète. Mais en même temps, ça se fait au détriment de... Mais ça se fait au détriment de la première mission. En fait, c'est ça. Tu sais, tes poumons, ils font un boulot qui est propre. Ok, tout à fait propre. Voilà. Par contre, le jour où tu demanderas à l'estomac de faire le boulot de tes poumons, tu vas pas y arriver. Donc, il ne s'agit pas de critiquer les missions elles-mêmes. C'est pas le problème de la BCE. S'il y a un problème au niveau des banques, s'il y a un problème au niveau des États, s'il y a un problème au niveau de la pollution de la planète, etc., donner à quelqu'un la mission de s'acquitter de ces problèmes-là, c'est quelque chose qui est très noble. Comme tes poumons, il faut un boulot qui est très noble. Mais il ne faut pas demander à la BCE de le faire, parce que si la BCE le fait, ces deuxièmes missions-là vont s'exercer aux dépens de la première mission. Parce que c'est contradictoire dans la manière dont on pratique. Tout à fait. C'est très clair. Et la dernière différence entre, effectivement, le Bitcoin, le dollar et l'euro, c'est que les Bitcoins, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Ce qui en fait une rareté stricte, quand même. Ce qui en fait une rareté, effectivement, bien définie. En fait, ce qu'il faut comprendre, l'inflation, l'inflation dont on parlait tout à l'heure, l'hyperinflation, etc., c'est quoi? L'inflation n'a rien à voir avec l'augmentation de la valeur des choses. Une pomme, ça n'a pas plus de valeur aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Au contraire, une pomme, c'est plus facile à produire aujourd'hui qu'il y a 50 ans. D'ailleurs, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour ma veste, c'est vrai pour cette table, c'est vrai pour ce micro, c'est vrai pour à peu près tout. Progrès technique et obligeant. Voilà. Tout a moins de valeur. Et pourtant, tous les prix montent. C'est un peu de la magie, ça. Comment ça se fait que tous les prix montent? La pomme, aujourd'hui, elle est beaucoup plus chère qu'il y a 50 ans. Elle a beaucoup moins de valeur qu'il y a 50 ans. En fait, c'est Milton Friedman, qui est un grand économiste, prix Nobel d'économie, qui a défini l'inflation pour la première fois de manière propre, en disant l'inflation n'a rien à voir avec l'augmentation de la valeur des choses. L'inflation, ça mesure très exactement l'abondance accrue de la monnaie. Quand il y a de plus en plus d'euros, c'est l'euro qui a perdu de la valeur. Mais je pense que les gens n'ont pas du tout conscience de ça. Ah, voilà. Alors maintenant, tu m'as posé une question. Est-ce que le Bitcoin, c'est quoi pour moi? En fait, si je prends encore plus de recul, donc j'ai reculé de la blockchain, je n'ai pas parlé de la blockchain, j'ai parlé un peu du Bitcoin, là, je prends encore plus de recul. En fait, moi, je considère, c'est un avis qui est subjectif, que la grande histoire de l'humanité, elle est très souvent rythmée par des problèmes et des solutions.
Un problème avec lequel l'humanité a eu affaire pendant toute son existence, c'est les maladies. Et pendant des millénaires, on traitait les maladies intuitivement. Et à un moment donné, sur une certaine maladie, on a commencé à avoir une approche technologique. Et cette maladie, on a traité beaucoup plus efficacement que quand on était intuitif. Un des problèmes que traîne l'humanité depuis des millénaires, c'est la conservation de la valeur. Comment conserver de la valeur ? Comment t'en faire quand ton salarié arrive le matin et tu lui payes un salaire ? Pourquoi il accepte de faire ça déjà ? Pourquoi tes salariés, ils acceptent de venir au boulot contre un salaire ? Tout simplement parce qu'avec ce salaire, ils espèrent pouvoir acheter le travail de quelqu'un d'autre plus tard. Et donc, en fait, il y a la question de la préservation de la monnaie, la question du temps et de l'espace. C'est-à-dire, c'est de l'argent que j'ai aujourd'hui vaudra cette même chose, si ce n'est plus, dans un an. Voilà. Et il vaut la même chose en France ou au Portugal, voilà. Que sais-je, en Afrique du Sud, en Australie. Et il vaut la même chose en unité de table, en unité de micro, etc. Il est fongible. Il est fongible, voilà. Ok, super intéressant. Voilà. Et donc, en fait, ce problème que traîne l'humanité depuis des millénaires, comment conserver la valeur ? C'est vraiment depuis des millénaires. La première monnaie dont moi j'ai entendu parler, ce sont les pointes des pointes de flèche en silex. Les pointes de flèche en silex... Ça nous ramène. Hein. Ouais, j'étais très jeune à l'époque. Je croirais entendre un de mes fils. Voilà. Donc, les pointes de flèche en silex, quand tu en avais 5 dans ta poche, tu pouvais échanger une de ces pointes de flèche contre un autre bien que tu convoitais. Oui, une peau de... Voilà. Après, la technologie a fait que ces pointes de flèche en silex sont devenues plus faciles à produire. Et donc, on a changé de monnaie. Okay. Et on a rechangé de monnaie, puis on a rechangé de monnaie. À un moment donné, le fer était une monnaie, le bronze a été une monnaie, l'argent a été une monnaie. Et quand on a découvert les mines d'argent en Amérique du Sud, ça a été l'or. Voilà. Oui, parce qu'en fait, si je suis ton raisonnement, en gros, il faut que ce que la monnaie représente pour une société match en fait les biens et services disponibles. Donc, si la masse monétaire double du jour au lendemain parce qu'on a découvert une nouvelle mine d'argent, en fait, tout vaut divisé par 2 par rapport à l'argent qu'on a découvert, en fait. Voilà. Okay. Voilà. Et donc, ce problème qui est posé depuis des millénaires, comment transporter de la valeur dans le temps ? Comment faire en sorte que le travail que je te donne, tu me donnes quelque chose qui me permettra d'acheter le travail de quelqu'un d'autre plus tard. Donc, ce problème, il est là depuis quasiment le début de l'humanité. La monnaie, c'est ce qui a permis la propriété privée. Et la propriété privée, c'est la première de tes libertés. C'est faire en sorte que la maison que tu construis t'appartienne à toi. Et ton voisin, simplement parce qu'il a des biceps plus développés que les tiens, ne puisse pas s'approprier ta maison que toi-même tu as construite. Au début de la civilisation, le premier acte de civilisation, c'est la reconnaissance de la propriété privée. Et dès que cette propriété privée est attaquée, la civilisation recule. Okay ? Donc, premier problème, un des grands problèmes, c'est comment conserver de la valeur dans le temps. Et en fait, on a cherché à répondre à ce problème de manière intuitive, en disant, ça va être les pointes de flèche en silex, etc. Et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, tu as une possible solution qui est 100% technologique. C'est ça le Bitcoin. C'est ça pour moi qui est... Il y a beaucoup de choses qui sont très uniques dans le Bitcoin, mais au niveau civilisationnel, au niveau du sens de l'histoire, etc., c'est la première fois qu'on met en face du problème conservation de la valeur une solution qui est vraiment technologique. C'est vertigineux même, voilà. En fait. C'est la première fois, ça. Et donc, tu vois, pendant des années, on fabriquait des voitures avec des roues carrées. Ça marchait mal, mais bon, on faisait ça parce que... Puis un jour, il y a un mec qui a dit équipons des voitures d'une roue ronde. Et voilà, c'est ça. Brusquement, la solution au problème de la roue, c'est plus le carré, c'est le rond, c'est le cercle. OK ? Et là, c'est un peu la même chose. La solution à la conservation de la valeur, on s'est dit, pour conserver de la valeur, c'est des flèches de silex. Pour conserver de la valeur, c'est des Picasso. Ça marche, les Picasso. Ouais, bien sûr. Si tu mets un Picasso dans ton coffre,
10 ans après, tu ouvres ton Picasso, ton coffre, t'as un truc qui marche. Okay, mais c'est chiant, en fait. Mais c'est intuitif, puis il faut tomber sur le bon peintre, et puis voilà. Et là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le problème de la conservation de la valeur, il est adressé de manière technologique. C'est un truc qui est technologiquement rare, qui est technologiquement infalsifiable, qui est technologiquement digital, qui est technologiquement non gouverné. C'est vrai. Voilà. Ça veut dire que l'algorithme, totalement indépendant, qui est inerte. Il n'y a pas un conseil d'administration qui va venir te le fragiliser. Ou un gouvernement qui décide d'imprimer des bitcoins, voilà. Putain, c'est méga intéressant. J'ai lu un article très récemment qui expliquait, et donc ça va faire aussi la transition sur le sujet de l'IA, mais qui expliquait que le Bitcoin était la monnaie la plus... Or, c'est un article fait par des Bitcoiners, c'est important de le dire, mais que je trouvais très intéressant, où il disait que une IA va préférer dans son système s'adresser à des interfaces de blockchain plutôt qu'à des interfaces du réseau monétaire traditionnel, et qu'en fait l'IA pourrait accélérer l'adoption du Bitcoin. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Et deux, de manière plus générale, quel impact aura l'IA sur la manière dont la finance fonctionne aujourd'hui? Est-ce que ça peut vraiment tout changer? Alors là, c'est plusieurs questions. L'IA et Bitcoin, l'IA, ce qui est très clair, alors je suis d'accord et pas d'accord, l'IA, ce qui est très clair, c'est qu'il a besoin de moyens digitales. Bon. Mais bon, il n'y a pas que le Bitcoin qui est digital. On vient de dire tout à l'heure, l'euro aussi est digital, le dollar aussi est digital. Donc quelque part, dans le cahier des charges de la monnaie dont a besoin l'IA, effectivement, il y a le concept de digital, mais il y a le concept d'inviolable. Mais bon, un stablecoin très difficile à violer. Oui, ça pourrait être un stablecoin qui sera privilégié dans ce... Voilà, pour échanger, au niveau de l'échange, la valeur qu'apporte Bitcoin n'est pas très supérieure à la valeur qu'apportent beaucoup d'autres actifs. Okay. Alors, il y a une caractéristique du Bitcoin que j'ai pas citée, parce que c'est une caractéristique qui est complètement empirique. Je te disais que tu peux conserver de la valeur dans ton coffre si tu mets un Picasso dans ton coffre. Pourquoi? Parce que la première chose qui va te venir en tête, c'est que le Picasso, c'est rare. Ouais. Mais ça ne suffit pas. Moi, je connais un dessinateur dont les œuvres sont encore plus rares que les Picasso. Il s'appelle Yves Chouefati. Mes dessins, ils sont beaucoup plus rares que les dessins de Picasso. Et pourtant, ça ne vaut rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre élément, c'est l'adoption. Okay. Je sais, lui, il a beaucoup plus aidé à adopter que moi. Non, mais j'aime beaucoup la comparaison. Ouais. Voilà. Donc, Bitcoin, il est en train d'être adopté. Pourquoi? Parce que c'est un objet qui est très simple, en fait. Toutes les autres cryptos, elles sont plus compliquées que le Bitcoin. Ou la plupart d'entre elles. Donc, le premier avantage qu'il avait, c'était le premier. Le deuxième, c'est que sa proposition était très simple. Et ça lui a donné un avantage empirique qui est l'adoption. Et effectivement, l'actif monétaire, plus il est adopté, plus il fonctionne, alors que c'est le contraire des actifs industriels. Si tout le monde se met à utiliser du pétrole, ça va faire l'affaire des gens qui produisent du charbon. Ça va faire l'affaire des gens qui ont des éoliennes. Parce qu'il va y avoir beaucoup de demandes sur le pétrole, le prix du pétrole va monter, et donc il va y avoir des actifs de substitution qui vont arriver. Pour l'actif monétaire, ce n'est pas la même chose. Un actif monétaire, plus il est cher, plus il est attrayant, plus désiré. Voilà. Alors qu'un actif industriel, plus il est cher, plus on va lui trouver une solution, un substitut. C'est passionnant. Je comprends très bien la logique, et de se dire qu'effectivement, il y a une question un peu de network effect. Plus il y a de gens sur Facebook, plus je vais aller sur Facebook. Plus il y a de gens qui utilisent une monnaie, plus je vais utiliser cette monnaie. Tout à fait. Méga intéressant. Pour terminer un peu cet entretien sur la partie un peu IA, on a l'impression que ça rebat beaucoup de cartes. Et en même temps, aujourd'hui, notre monde n'est pas si différent de novembre 2022, le fameux jour où ChatGPT est relâché. Est-ce que c'est l'effet du court terme? Enfin, quel monde ça nous dessine, là, vraiment d'un point de vue purement économique et financier? C'est-à-dire, est-ce que ça peut vraiment changer les règles du jeu? Ou est-ce que c'est une révolution comme il y en a eu d'autres, comme Internet, comme la machine à vapeur? Ou est-ce que c'est une révolution différente? C'est une révolution qui est extrêmement classique. Il y en a eu 150 000 comme ça. Le monde, il va changer de la même manière qu'une rue de Paris en 1700 et une rue de Paris
En 1900, on n'a rien à voir. Je veux dire, en 1700, j'ai été loin, même 1870 et 1910, tu ne reconnais plus les rues de Paris. C'est vrai. Paris, c'était encombré de chevaux. Il y avait toute une industrie autour du cheval. Il fallait ramasser les crottes, il fallait amener de l'avoine, il fallait soigner les chevaux. C'est vrai. Il y avait plein d'industries. Il y avait des écuries. Il y avait des écuries dans les hôtels particuliers. Cochers, bien sûr. Voilà. Et en 30 ans, ça a complètement disparu. J'ai une image en tête, je ne sais plus si c'est une rue de Paris ou de New York, je crois que c'est une rue de New York. À 20 ans de distance, dans la première photo, tu as une voiture, plein de chevaux. Vraiment, il faut mettre un cercle rouge autour de la voiture pour que tu vois la voiture. Et 20 ans plus tard, tu as le moins point de vue, et tu as un cercle rouge pour te montrer le cheval. Et donc, c'est des révolutions comme ça a existé. L'électricité, c'est extraordinaire. Alors maintenant, ça va beaucoup plus vite. L'IA, c'est une invention qui a une vitesse de propagation qui est extraordinaire. Mais c'est déjà arrivé. Et le fait que c'est déjà arrivé, c'est là pour nous avertir. Attention, les gars. Le monde de 2036, vous ne le reconnaîtrez pas. Et ce n'est pas les rues qui vont changer. C'est les boîtes, c'est les métiers. C'est l'économie qui va changer. Donc on a... Et c'est sidérant. Donc c'est devenu... Ce sont des jeux monstrueux. Ce sont des enjeux monstrueux. Et donc il y a des pays qui s'investissent là-dedans et tu as des pays qui n'arrivent pas à résoudre le problème le plus simple du monde en parallèle. Donc c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'effectivement, c'est pas parce que c'est déjà arrivé qu'il ne faut pas t'inquiéter. Et effectivement, moi je pense que l'IA je ne peux pas imaginer les changements. Personne, c'est hors de notre portée. On ne sait pas comment ça va évoluer. On sait simplement que tu n'as pas intérêt à te mettre des œillères. Oui, c'est la période tu n'as pas intérêt à ignorer le sujet. Et bizarrement, enfin pas bizarrement, c'est pas bizarre du tout ce que je dis, mais il faut vraiment faire attention à ça. Il ne faut pas regarder ça en se posant est-ce que c'est bien, la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Tu sais, toutes les innovations, c'est très naturel. Quand une innovation est disruptive, on observe toujours le même schéma d'adoption. Et il y a toujours un moment donné où cette innovation disruptive, ça veut dire qu'il va changer le monde. Tu vas la juger à l'aune du bien et du mal. Tu vas te poser la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Comme on a eu sur la 5G en France à un moment. Voilà, sur l'ordinateur, sur l'électricité, sur les trains, sur les voitures, sur tout. Le gars qui a inventé la roue, j'imagine qu'on lui a dit va des rétro Satanas, c'est l'œuvre du démon, une roue, nom de Dieu. Voilà. Et c'est normal qu'on se pose cette question, c'est dans l'ordre des choses, mais il ne faut pas le faire. La technologie n'appartient pas au domaine du bien et du mal. La technologie, elle appartient au domaine du ça marche ou ça marche pas. Okay. Et ça, c'est un grand problème qu'on a en Europe et en France depuis quelques années. On regarde beaucoup trop la technologie en se disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Un couteau, c'est pas bien ou mal. Un couteau, ça marche. Ok ? Et ce qu'il faut faire, c'est un peu... J'aime pas donner en exemple les Américains, mais voilà, c'est un peu ce que font les Américains. C'est se dire si ça marche, il faut en tirer avantage. Et en faire du coup un outil pour aussi de progrès. D'hégémonie même aussi. Pas d'hégémonie, de progrès. Un outil de progrès. Utilise le couteau pour couper la viande plus efficacement que si on n'avait pas de couteau. Voilà. Et c'est la même chose. Surtout, la blockchain, le bitcoin, ça marche. On me raconte ce qu'on veut, ça marche. C'est digital, c'est machin, bidule, il y en a 21 millions. Essaye d'en tirer un avantage. Tu sais, ce qui me désole, c'est qu'on a d'excellents ingénieurs. Parmi les meilleurs du monde. Le premier échange Bitcoin du monde, chronologiquement, il est français. Je ne savais pas du tout. Voilà. Le premier exchange, l'ancêtre de Binance. Binance est maintenant plus gros que la plus grosse banque française. Plus gros peut-être, sans doute, que l'ensemble du secteur bancaire français. Voilà. Le premier, il était en France. Le premier fonds Bitcoin au monde, il était en France. La première clé hardware, elle était en France. Et si, à l'époque, on avait regardé ça, non pas à l'aune du bien et du mal, en se posant la question, est-ce qu'il est bien cet échange, est-ce qu'il relève du diable ou du bon Dieu ? Mais il relève de rien du tout. Il fonctionne ou il fonctionne pas.
Et s'il fonctionne, faisons-en un outil de progrès, un outil d'avantage, pas d'hégémonie, d'avantage. Si l'avantage est hégémonique, tant mieux pour celui qui a l'avantage. C'est pas une dictature. Voilà. Non, quand je dis hégémonie, c'est la capacité qu'on a à conquérir un État, une entreprise, un domaine ou un secteur, à aller conquérir le grand public, les marchés, les autres, par le fait. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on va jamais dire que LVMH est hégémonique. Non, c'est vrai. Alors que, bon... Oui, non. Ils dominent méchamment leur marché. On se dit plus facilement pour la technologie, c'est vrai. Voilà. Donc il y a quand même un peu un... Mais en même temps, le paradoxe, c'est que les boîtes technologiques sont beaucoup plus fragiles, entre guillemets, que LVMH, par exemple. Plus importantes peut-être aussi. Plus importantes, mais plus fragiles au sens où Google, ChatGPT va très vite, leur search, il est menacé alors qu'on pensait que c'était peut-être le truc qui bougerait jamais. De l'autre côté, il va se passer du temps avant qu'il y ait vraiment des menaces sur les marques de luxe de LVMH. Mais bref, c'est pas le sujet du jour. Et pour terminer un peu cette question de l'IA et tout, est-ce que ça peut changer même la manière dont les gens gèrent leur portefeuille? On parle beaucoup du changement dans la finance avec la concentration des 7 plus grosses capitalisations boursières américaines, sur la question des ETF. Mais est-ce qu'on peut aussi se poser cette question sur l'IA en disant peut-être qu'il y aura des algo trading 10 fois meilleurs que tout le monde? Ce qui est clair, c'est que la grande question qui se pose dans mon métier, dans le métier de la gestion d'actifs, c'est qu'effectivement, on peut conjecturer de manière assez probable que l'environnement va monstrueusement changer. Que l'économie de 2036 ressemblera autant à l'économie de 2026 qu'une rue de Paris avant l'automobile ressemble à une rue de Paris après l'automobile. Ça va complètement changer. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je veux posséder pour stocker de la valeur? C'est ça la vraie question. Est-ce que je veux posséder des emprunts d'État? Quand on sait, c'est quoi un emprunt d'État? C'est quand même quelque chose de magique, un emprunt d'État. J'ai un neveu à qui je voulais expliquer un peu l'idée. C'est aujourd'hui, l'État, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, donne-moi 1 000 € aujourd'hui, je te rendrai 1 000 € dans 20 ans. C'est aussi puissant que de dire, donne-moi une banane aujourd'hui, je te rendrai la peau de banane dans 10 ans. C'est quand même un trade génial pour l'État. C'est quand même génial. Donne-moi la banane, je te rends la peau de banane. T'es d'accord? Moi, je suis d'accord pour que tu me la prêtes, la banane, dans ces conditions-là. D'accord? C'est un peu ça. Donc, si tu veux stocker de la valeur sur le long terme, la pire des choses que tu puisses faire, c'est très exactement celle-là. OK? Donc... Et pour un gérant d'actifs, stocker de la valeur, c'est quand même ce qu'on nous demande, même essayer de la multiplier. Okay, et là, c'est une vraie question. Qu'est-ce que j'ai envie de posséder? On regarde un peu les boîtes les plus brillantes du monde, c'était les boîtes de logiciels. Ouais. Regarde Salesforce, regarde SAP, regarde toutes ces boîtes-là. Dassault. Voilà. Et là, l'IA, elle vient secouer cette hégémonie dont tu parlais. C'est les premiers seront les derniers presque. Donc, et c'est pour ça que je dis que c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer. C'est hyper intéressant. Tu es obligé mais tu vas prendre des sacrés risques parce que effectivement les choses sont pas déterminées. Tout ce que tu sais, c'est que ça va être très différent. Et effectivement, se pose la question de quel est le bien rare qui va rester rare dans un monde où toutes les règles sont chamboulées, où la chose la plus solide, c'est quand même l'action, les entreprises. Les règles vont être, les répartitions vont être, les distributions vont être refaites, etc. Et effectivement, il y a certains biens qui sont moins fragiles que d'autres. Pour terminer, j'ai 3 petits formats que je voulais faire de manière assez rapide, donc qu'on distribuera sur les réseaux sociaux plus courts, mais aussi en fin de cette interview. Quel est le marché ou l'actif le plus surestimé, selon toi, actuellement? L'emprunt d'État. L'emprunt d'État. Quel est le marché le plus sous-estimé, actuellement, selon toi? Le Bitcoin. Le Bitcoin. Et la dernière question, si tout ce que tu avais jamais dit, écrit, partagé, était supprimé de A à Z, et qu'il t'est resté que 60 secondes, 90 secondes, pour que les gens retiennent de toi une grande idée ou un grand domaine, ça serait quoi? Think out of the box.
Hein, tu sais, la boîte que j'ai fondée s'appelle Tobam, ça veut dire Think Out of the Box Asset Management. Quand je suis provocateur et qu'on me pose la question, ça m'arrive souvent d'être provocateur, quand je suis dans un degré de provocation très élevé, et qu'on me dit, mais pourquoi tu as appelé ta boîte comme ça? Je dis souvent, think out of the box, ça veut dire penser en dehors de la boîte, penser en dehors des chemins battus. Je dis souvent, un jour ou l'autre, je finirai dans la boîte, hein, mais en attendant, je veux être en dehors de la boîte. Hein, donc je ne suis pas pressé d'y aller dans cette boîte-là. Hein. Je pense qu'il faut vraiment, quand on veut résoudre des problèmes, essayer de se débarrasser des contraintes. Hein, je donne souvent cette petite illustration. Tu prends un post-it, tu dessines un point A avec une croix, et exactement à 10 cm du point A, tu mets un point B. Et tu dis à ton interlocuteur, tu lui tends une règle, un crayon, et tu lis « Trace-moi un segment qui commence en A, qui se termine en B, et qui a une longueur de 1 cm. » Mais en fait, c'est un exercice qui est extrêmement simple à résoudre. Il suffit de ne pas se créer des contraintes que je ne t'ai pas données. Il suffit que tu plies le papier. Et évidemment, tu vas mettre le point A à 1 cm du point B et ton problème, il est résolu. Mais très souvent, c'est ça qui fait qu'on ne trouve pas la solution à un problème. J'adore. C'est qu'on n'a pas été out of the box, qu'on ne s'est pas créé les 10 mondes. Tu sais, en maths, j'adore cette illustration. Pendant des années, on comptait 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'était ça, les maths. Et on ne savait pas résoudre l'équation x plus 1 égale 0. Si l'équation x plus 1 égale 0 n'avait pas de solution. Puis un jour, on s'est dit, on va inventer les chiffres négatifs. Les nombres négatifs. On a inventé x égale moins 1. Ah, folie. Après, on s'est rendu compte que l'équation 2x égale 1, on ne savait pas la résoudre. On a créé les moins que 1, les décimales, quoi. On a créé les décimales, les fractions. On a découvert que x2 égale 2, on ne savait pas la résoudre. On a fabriqué les nombres irrationnels. Ensuite, x2 égale moins 1, on ne savait pas la résoudre. On a inventé les nombres imaginaires, i. Et en fait, à chaque fois, on s'est dit, non, c'est possible. Il suffit de le décider. Et très souvent, c'est ça, think out of the box, c'est refuser de faire ce qu'on a toujours fait. Et se poser la question de la simplification du problème. Hein, mon grand guide, moi, c'est un gars qui s'appelle Guillaume d'Occam. Hein, c'est un moine franciscain du XIIe siècle qui a inventé qui est le père de la science moderne, hein, qui a inventé le principe de parcimonie et qui a dit les problèmes, il faut les simplifier. Et on va résoudre les problèmes simples. C'est beaucoup plus intéressant de comprendre l'essence du problème que de tout... regarde la France, il y a des tas de problèmes en France. Adressons un problème simple, le problème de la retraite. Non, mais je comprends tout à fait. Et ça me résonne avec une phrase que j'avais entendue d'un de mes amis entrepreneurs qui m'a beaucoup inspiré et qui m'avait dit essaye pas de créer une solution 10% meilleure, essaye de résoudre le problème 10% mieux. Et ça m'avait fait effectivement faire ressortir on s'en fout de ce qu'ont fait les autres. C'est quoi la manière dont on résout ce problème, pas comment historiquement on l'a résolu. Le bon ingénieur, le bon mathématicien, c'est pas celui qui trouve la solution. C'est celui qui exprime bien le problème. Un problème bien exprimé, trouver la solution, c'est pas difficile. Mais il faut vraiment se débarrasser de tous les artifices qu'il y a autour du problème pour arriver à nommer l'essence du problème lui-même. Une fois que tu as dit le problème, c'est la conservation de la valeur, c'est ça que je veux essayer de trouver, tu vas mettre en place une solution technologique. C'est pas difficile. Yves Chieffati, merci beaucoup. Merci à toi. Tu as sorti une vraie masterclass pour les financiers. Et je voulais aussi insister sur un point, c'est que ça fait très plaisir d'avoir des gens qui ont ton niveau de connaissance de ce domaine, qui prennent aussi beaucoup la parole dans les médias. Donc je peux que t'encourager à continuer de le faire. Merci beaucoup. J'espère que cette interview t'a plu. C'était un vrai plaisir de pouvoir recevoir Yves Chieffati et avoir son analyse sur tout ce qui se passe actuellement dans le monde économique et financier. Comme je te l'ai déjà dit, on est en train de lancer cette chaîne Les Financiers. Le plus précieux pour nous, c'est d'avoir ton soutien. Alors je compte sur toi pour t'abonner et partager la chaîne au maximum de tes proches qui apprécient ces sujets. On se retrouve dès mardi pour l'émission d'actu.